Alors, on va continuer sur les questions de jury en algèbre linéaire. Donc, ces petites questions qu'on peut poser, assez rapides à répondre, où on peut balayer un certain nombre de réflexes du candidat. En algèbre linéaire, donc qui est un ouvert-dense donc du programme d'algèbre. Là, on va parler de la dimension, et on commence avec un premier exercice. Bon, on sait que si F1 et F2 sont deux sous-espaces d'un espace vectoriel E de dimension n, et si la dimension de F1 plus la dimension de F2 est strictement supérieure à n, alors F1 et F2 ont un élément non nul en commun. Ça, c'est directement issu de la formule de Grassmann, d'accord, parce que vous allez avoir que la dimension de F1 inter F2 qui va être strictement supérieure à n-n, et puis vous allez tomber sur 0. Maintenant, quand on veut généraliser ça, on prend trois sous-espaces de E de dimension n, et on dit que la somme des dimensions des trois sous-espaces est strictement supérieure, cette fois-ci à 2n au lieu de n. Et là, dans ce cas-là, on est sûr qu'ils ont un élément en commun, ces trois sous-espaces, qui est non nul. Voilà. Ne dites pas non vide, ne dites jamais non vide. Vous êtes dans le monde des espaces vectoriels, on ne dit pas le mot vide, on ne dit pas le mot complémentaire, on ne dit pas le mot réunion, en général ça se dit pas. Sauf vraiment si vous êtes obligé de le dire, mais réfléchissez bien avant de dire ces mots-là. Vous avez donc là, dans cet exercice-là, le piège, quand on utilise Grassmann, c'est bon. Alors, on peut utiliser Grassmann, évidemment, mais ça, c'est pas interdit. Mais même, ce sera vu comme un bon réflexe. De toute façon, il n'y a pas, voilà, c'est un bon réflexe de se dire, tiens, puisque la preuve, utiliser Grassmann pour n égale 2, bon, pour k égale 2, pour k égale 3, je vais essayer de l'utiliser. Mais dans Grassmann, il y a un moment où le jury peut vous attendre, c'est qu'il va y avoir F1 inter F2 plus F3, quand vous allez utiliser Grassmann. Et là, il y a une grosse tentation, une tentation très forte, et c'est un peu le piège de l'exercice, de dire que c'est égal à F1 inter F2 plus F1 inter F3. Alors faites attention, parce qu'on a tendance, ces opérations, à les penser un peu comme des opérations des parties d'un ensemble, où là, il y a deux opérations, c'est l'intersection et la réunion, dans le monde des ensembles. Et là, il y a de la distributivité comme on veut. La distributivité n'est pas un problème. Quand on arrive dans le monde des sous-espaces vectoriels, d'un espace vectoriel E, eh bien, il y a deux opérations sur les sous-espaces vectoriels, c'est l'intersection et l'addition. Il y a l'associativité autant qu'on veut, mais il n'y a pas cette distributivité. Cette distributivité est vraiment très rare. Et on peut la voir déjà avec trois droites du plan. On voit que c'est très très clair que si on prend trois droites distinctes par exemple du plan, ça va être le plan, ça va être la droite F1, l'intersection ça va être F1, et puis là ça va être 0, là ça va être 0, et donc on n'a pas F1 égale 0. Donc vous pouvez le faire vraiment avec un petit dessin très rapidement. Là voilà ce que, bon, un jury peut vous conseiller de regarder cette application-là. Et là maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Donc c'est l'application qui va de F1, croix F2, croix F3 dans E, croix E, qui a x1, x2, x3, donne x1 moins x3, x2 moins x3. Ben oui, 1, ayez le réflexe de dire qu'on a un espace vectoriel là, un espace vectoriel. Ici, l'espace vectoriel est de dimension la somme des trois, donc strictement supérieur à 2n. Et là, l'espace vectoriel est de dimension 2n. C'est une application linéaire, c'est évident. Elle a un noyau non trivial, d'accord? Pourquoi? Parce que la dimension ici, qui est strictement supérieure à 2n, est donc strictement supérieure à la dimension ici. Donc par la formule du rang, elle a un noyau non trivial. Donc on prend un élément non trivial du noyau, x1, x2, x3, et donc on a forcément x1 moins x3 égale 0, x2 moins x3 égale 0, donc x1 égale x2 égale x3. Ça veut dire que x1 est à la fois dans F1, F2, F3, et comme le noyau est non trivial, on l'a pris comme non trivial, on a trouvé un élément qui était non nul dans l'intersection. Voilà, ça c'était un petit classique. Autre classique, alors on part du fait que dans ces leçons sur la dimension et le rang,
on a le théorème de la base incomplète et il est intéressant de dire que tout sous-espace possède un supplémentaire. Ne dites jamais le supplémentaire, ne dites pas le complémentaire, évidemment. Voilà, hein, on dit le complémentaire, mais pas dans les espaces vectoriels. C'est un objet qui existe, qui fait vraiment sens dans le monde des ensembles. C'est assez rare qu'on considère les espaces vectoriels comme des ensembles. Et donc là, on a effectivement un supplémentaire. Mais on en a beaucoup de supplémentaires, hein, d'accord? Et là, c'est là où on va jouer sur le fait qu'il y en a beaucoup. À quelles conditions, on est en dimension finie, deux sous-espaces F et G de E possèdent un supplémentaire en commun. Bon. Alors, c'est vraiment typique d'une question de jury, c'est assez simple, c'est ciblé, c'est ouvert aussi, parce qu'on va discuter. On ne dit pas quelles conditions, essayez de voir. Donc, c'est à vous un petit peu à montrer votre démarche. D'abord, bah oui, vous faites de l'analyse synthèse. S'il possède un supplémentaire en commun, vous voyez bien que forcément, la dimension de F et la dimension de G, ça va être la codimension de ce supplémentaire commun. Donc, dim de F, forcément, est égal à dim de G. Donc déjà, on peut dire que c'est une condition nécessaire. Vous dites ça, hein, bon, ça mange pas de pain, hein. Maintenant, le jury, ouais, oui, va vous dire, bah oui, mais est-ce suffisant? Alors, oui, bah on va essayer de montrer que c'est suffisant. Voilà, donc déjà ça c'est tout le truc. On est beaucoup plus rassuré si le jury nous dit, bah oui, c'est vrai, on va montrer que c'est suffisant, que est-ce suffisant ou on est dans l'incertitude. Bon, voilà. Alors, est-ce suffisant? Ben, ce serait bien de faire un dessin quand même, hein. Il y a des moments où quand même le dessin s'impose. Vous avez F et G, vous partez des choses les plus simples. Vous êtes dans le plan et vous allez avoir deux droites. Hein, donc elles ont même dimension, hein, ces deux droites. Est-ce qu'elles ont un supplémentaire en commun? Ben, vous voyez bien qu'elles ont un supplémentaire en commun. Oui, H. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, vous prenez un vecteur directeur d'une droite, un vecteur directeur de l'autre droite, et vous prenez la somme des deux. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre. Pourquoi? Bah parce que là, on est dans un cas particulier où f inter g, c'est réduit au vecteur nul. On peut partir sur des choses du style, bah tiens, je vais le montrer quand f et g sont en intersection nulle. Ça peut nous aider, puis bon, on peut partir dans cette direction. Je vous fais remarquer que on peut toujours s'y ramener parce que, en fait, on a une application qui va de E dans E quotienté par F inter G. Et donc, c'est ça, hein, c'est ça, se ramener au cas où c'est nul, finalement, c'est dire, j'ai une projection ici, et là, je me ramène à un problème où l'intersection est triviale. C'est un bon réflexe. Après, je résous là-dedans et je remonte là-dedans par, si j'appelle ça pi, par pi-1 et je regarde ce qui se passe avec pi-1. Bon, ça c'est une bonne démarche et ce serait un réflexe qui serait vraiment salué par le jury, je pense. Hein. C'est un réflexe très très rare dans les espaces vectoriels de la part des candidats de regarder, de travailler sur des espaces quotients. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, on n'a pas besoin de quotienter, mais on a quand même besoin de voir que cette intersection entre F et G, elle doit être considérée. Elle est importante, sinon on va dire des bêtises. Alors, on va faire de la base incomplète. Comme on a démontré, en tout cas c'est une preuve que je connais de la formule de Grassmann, qui se fait tout par théorème de la base incomplète, on prend une base de F inter G, donc ça va de E1 jusqu'à EK. On complète cette base en une base de F, et pareil, on complète cette même base en une base de G. Voilà. Maintenant, ici, on voit bien qu'on est dans le cas où la somme F plus G est égale à E. Et là, c'est pour ça qu'on a trouvé un supplémentaire. Maintenant, si elle était strictement incluse dans E, il faudrait
prendre encore un supplémentaire de f plus g dans E. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc maintenant, ici, on sait qu'on a obtenu une base de f plus g. Ça, c'est pratiquement la formule de Grassmann, avec ça, ça et ça. Quand on concatène ces trois parties-là, on obtient une base de f plus g. Et maintenant, on complète cette base de f plus g en une base de E. D'accord? Donc, au niveau nombre, ben, f plus g, par la formule de Grassmann, est de dimension... Alors, si ça, c'est de dimension m, d'accord? Par la formule de Grassmann, dim de f plus g, ça va être dim de f plus dim de g, donc 2m, moins dim de f inter g, donc k, hein, d'après ça. Donc ici, on a 2m moins k éléments qui viennent compléter. Et maintenant, ben, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais juste répéter ce que j'ai fait là avec la somme. Et je vais faire la somme 2 par 2, donc fk plus 1 plus gk plus 1, fk plus 2, gk plus 2, jusqu'à fm plus gn. Et ensuite, eh ben, je complète avec ça. Et là, j'affirme, si je dois généraliser ce petit dessin, que ici, j'ai une base d'un supplémentaire, commun à f et g. Alors d'abord, pourquoi ça a la bonne... d'abord, ça a la bonne taille. Hein. Ici, il y a m-1 ici, il y a m-k éléments. Ici, il y a n-2m plus k éléments. Donc, quand on fait la somme, ça fait n-m, donc c'est le bon truc. Ensuite, c'est une partie libre. Bon, ça, c'est pas difficile de voir que c'est une partie libre, parce que, étant donné que ça, c'est en somme directe avec cette partie-là, après par hypothèse, hein, ça, c'est en somme directe avec ça. Donc, quand vous avez une combinaison linéaire ici, ben, ça va vous faire une combinaison linéaire. Donc, quand vous avez une combinaison linéaire nulle ici, ça vous fait une combinaison linéaire nulle ici et une combinaison linéaire nulle ici. La combinaison linéaire nulle ici, ben, ça vous fait que des coefficients nuls, puisque ça, c'est libre. Et la combinaison linéaire nulle ici, ben, ça vous fait un élément, vous mettez à gauche la combinaison des f et à droite la combinaison des g, ça vous fait des choses dans f inter g, mais comme ceux-là sont libres avec f inter g, vous avez une combinaison linéaire nulle. Donc c'est très facile de voir que ça, c'est une partie libre. Et puis après, bon, vous montrez que c'est bien en somme directe avec f. Et là, c'est pareil, ça se fait à coup de combinaison linéaire et à coup avec les hypothèses. Là, c'est pas difficile. Mais le tout, c'est d'avoir eu quelques réflexes. C'est pas vraiment important, bon, après, de le résoudre jusqu'au bout. Très souvent, le jury dit, bon, bah, on va s'arrêter là et on passe à autre chose. Mais c'est de regarder ces amorces nécessaires. Après, est-ce que c'est suffisant? Faire un petit dessin pour ça, retrouver dans le plan les éléments utiles pour créer une base adaptée. Voilà, hein, c'est là où on vous attend plutôt que après la finition. On n'est pas à l'écrit, on est à l'oral. Hein, voilà.